Bonjour et bienvenue à la leçon pour Génétique 1, la Génétique 1. Je te rappelle qu'il y a des exercices pratiques sur le site web. Cette section est assez longue parce que ça passe à travers tous les détails, tous les concepts de la biologie de la 9e année. Donc, je vous suggère peut-être de diviser cette vidéo en trois segments peut-être, celui de la synthèse un segment sur la synthèse des protéines, un deuxième sur la mitose et un troisième sur la méiose. Mais cette vidéo, je vais passer à travers tout ça dans cette vidéo. Donc, juste pour toucher sur l'importance de l'étude de la génétique et de l'hérédité, vous pouvez probablement penser à pourquoi c'est important vous-même, mais voici quelques raisons que j'identifie. C'est c'est bon pour comprendre pourquoi et comment les traits sont transmis d'une génération à l'autre. Donc, surtout, ça adresse les traits qui incluent les maladies génétiques ou même des traits physiques intéressants. Mais surtout, récemment, pour mieux comprendre comment manipuler les traits de certains organismes. Donc, pas seulement chez les humains, on pense modifier, peut-être vous pensez modifier les traits chez un organisme, ça part de modifier la grandeur d'un humain ou la couleur des cheveux ou la couleur des yeux. On parle aussi de les traits des plantes ou des animaux qu'on élève pour manger. Donc, l'industrie et l'étude de la génétique, c'est récemment devenu de plus en plus avancé et on est capable de vraiment étudier et manipuler la génétique de façon jamais vue auparavant dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est un moment intéressant dans l'histoire. Donc, on ne va pas passer à travers chacun de ces termes, mais vous devrez savoir l'importance et le rôle de chacun de ces organites dans une cellule. Donc ça, c'est quelque chose qui a été introduit en 8e année, puis on a vu encore beaucoup de ces choses en 9e année. Cette année, on ne va pas passer à travers les organites en détail, mais on va mentionner quelques-uns de temps en temps. Donc vous devrez vous rappeler de ces choses assez bien. Si vous voulez un rappel de la rôle de chacune de ces choses dans la cellule, juste consultez les notes sur mon site web si vous voulez de la 9e année ou de la 8e année. Donc, on commence cette section juste avec une révision de, comme j'ai mentionné au commencement, certains processus dans une cellule. Donc, voici une image d'une cellule d'animal, cellule végétale. Comme j'ai dit, on ne va pas passer à travers chaque organite, le rôle de chaque organite là-dedans, mais plutôt les processus qui ont lieu dans chaque cellule et en parlant de ces choses, on va mentionner quelques-uns de ces organites. Donc, on commence avec l'ADN parce qu'on va voir l'ADN en grand détail dans les autres sections de cette unité de génétique. Donc, l'ADN, on le voit souvent dans trois formes, l'ADN, la chromatine ou un chromosome. Et si vous vous rappelez de la 9e année, on a parlé du fait que ces trois choses sont effectivement la même chose, juste emballées de façon différente. Donc, l'ADN, c'est traditionnellement dessiné comme ça, et ça a l'air de cette forme double hélice. Mais si c'est enroulé de façon compacte, ça devient ce qui s'appelle la chromatine. Ça a l'air d'une longue nouille, effectivement. Et si ça se condense encore de façon encore plus compacte, on l'appelle un chromosome. Et ça, c'est la forme de X qu'on voit traditionnellement dans les textes et des choses comme ça. Mais chromatine, ADN, chromosome, c'est tout de l'ADN. C'est juste une question de comment c'est emballé. Et un segment d'ADN qui contient de l'information pour la synthèse d'une protéine spécifique, ça s'appelle un gène. Et ça, c'est la première chose qu'on va discuter après qu'on révise l'ADN, c'est comment une protéine est fabriquée. Donc, un segment d'ADN, ça s'appelle un gène. Une cellule normale humaine contient 46 chromosomes, donc 23 paires de chromosomes, 23 qui viennent de chaque parent. Et si vous vous rappelez de la 23e paire de chromosomes, c'est soit XX pour une femme génétique ou XY pour un homme. Et on va revoir cela lorsqu'on commence à parler de la méiose un peu plus tard. Donc, voici un modèle assez réaliste de l'ADN ici. Voici un modèle un peu plus clair, un peu plus simplifié.
ça se trouve dans le noyau. Donc, le noyau, c'est au centre à peu près de la cellule. C'est là où l'ADN se trouve. Il y a 3 composantes de l'ADN, les bases azotées, le phosphate et le sucre. Donc, dans ce dessin ici, le P, ça représente, comme ça dit ici, de l'acide phosphorique. C'est effectivement du phosphate avec un hydrogène attaché. Sur phosphate, vous vous rappelez peut-être, on l'a vu dans l'unité de la chimie, c'est un ion polyatomique. Le sucre, c'est cette chose ici. Le déoxyribose. Il y a plusieurs types de sucre. Ça, c'est la version du sucre qui se trouve dans la partie verticale ici de l'ADN. Et la partie, on va dire la plus importante, la partie qui contient vraiment l'information génétique, c'est ce qui s'appelle les bases azotées. Et il y en a 4 dans l'ADN. Adenine, thymine, cytosine et guanine. Et si vous vous rappelez, A s'attache toujours avec T et C s'attache toujours avec G. Donc, lorsque les deux côtés de cette chaîne d'ADN viennent ensemble, s'il y a un C ici, il y aura toujours un G ici. S'il y a un A ici, il y aura toujours un T ici. So, A avec T, C avec G. Pourquoi c'est comme ça? Ça a à faire avec la forme de ces molécules. Donc, A, T, C et G, ces mots, ce sont des noms des composés, comme l'eau est un composé, CH4 est un composé. Ces 4 bases azotées sont des composés de carbone, oxygène, hydrogène et azote. Et donc, la raison pour laquelle A va seulement avec T d'habitude, c'est juste à cause de la forme de ces deux molécules. Ils s'attachent ensemble facilement. Si tu essaies de mettre un C avec un A ou un T, c'est pas une forme complémentaire, donc ils s'attachent pas très bien ensemble. Donc ça c'est pourquoi A est toujours avec T, C est toujours avec G. Et évidemment, ce modèle ici, en bas, c'est une version simplifiée, mais l'image ici en haut à la droite, ça c'est une version plus réaliste. Et tu vois la forme, ça a l'air d'une échelle tordue. Le nom de cette forme s'appelle une double hélice. Et donc cette version ici, cette image en bas, c'est juste une version détordue, si tu veux, de cette échelle pour le simplifier. Mais vraiment, ça a l'air de cette échelle tordue, cette double hélice en haut à la droite. Donc ça c'est une version un peu plus réaliste. Donc, ça, c'est une partie nouvelle qu'on n'a pas vraiment mentionnée en 9e année probablement. Donc, dans l'ADN, il y a 2 types de liaisons chimiques. So, l'ADN, c'est un composé chimique, comme l'eau, comme d'autres composés qu'on a vus. C'est un énorme composé. C'est formé de des millions et des millions d'atomes. Et c'est très, très, très long. C'est assez mince, mais c'est vraiment, vraiment long. Et dans l'ADN, il y a 2 types de liaisons. Donc, si vous vous rappelez, dans le 9e, on a mentionné les liaisons covalentes et les liaisons ioniques. Il y a surtout des liaisons covalentes dans l'ADN. Donc, ça se trouve dans les sections de phosphate, sucre, dans chacune de ces molécules, ces bases azotées. Tous les atomes dans un de ces segments ici sont attachés ensemble avec une liaison covalente. Mais il y a un deuxième type de liaison qui se trouve dans l'ADN, et ça c'est nouveau. Ça s'appelle une liaison d'hydrogène. Et ça, c'est le type de liaison qui connecte les 2 brins d'ADN, les 2 côtés de cette double hélice. Donc, les A et les T, les C et les G sont attachés avec ce qui s'appelle une liaison d'hydrogène. Et ce que c'est effectivement, c'est que les 2 molécules, donc entre un C et un G par exemple, ils partagent un hydrogène effectivement. Les 2 essaient de connecter avec des atomes d'hydrogène. Et ces liaisons sont assez faibles comparées à une liaison covalente ou une liaison ionique. Et ils sont beaucoup plus faibles, beaucoup moins fortes pour qu'elles puissent être cassées lors de la transcription et lors de la réplication. Donc, si vous vous rappelez, la transcription, c'est quand l'ADN s'ouvre, cette double hélice s'ouvre pour qu'une copie d'un gène peut être créée sous forme de ARNM. Et la réplication, ça c'est ce qui arrive juste avant la mitose ou la méiose, où tout l'ADN est copié, répliqué. Donc pour effectuer cela, les deux côtés, donc chacun de ces paires de bases azotées doivent se séparer pour qu'une nouvelle section peut être bâtie pour faire la copie. Donc
Pour faciliter cette séparation, les liaisons qui les connectent, ce sont les liaisons d'hydrogène, ils sont assez faibles pour qu'elles puissent être séparées facilement. Donc, la première chose qu'on va réviser rapidement, c'est juste comment les protéines sont fabriquées dans une cellule. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu en détail en 9e. Donc, je vais juste passer à travers les grandes idées ici. Sur le site web, il y a 2 ou 3 vidéos qui expliquent ce processus en détail. Donc, si cette explication rapide est raccourcie, c'est pas assez, vous ne comprenez pas tous les détails, allez consulter ces vidéos sur le site web. Donc, ça commence avec un message au noyau qui dit « OK, commence à fabriquer telle ou telle protéine ». Donc, la première étape après ça s'appelle l'étape de transcription. Donc, dans l'ADN, un segment d'ADN s'ouvre. Donc, les liaisons d'hydrogène se cassent et l'ADN s'ouvre pour qu'une copie puisse être créée. Une copie d'un segment d'ADN, ça s'appelle le ARN. Et spécifiquement, ça s'appelle ARNM. M pour messager. Donc, ensuite, après que cette copie est créée, ça sort du noyau à travers une pore nucléaire, vous les voyez ici. Et dans le cytoplasme, donc à l'extérieur du noyau, dans la cellule, ça retrouve un ribosome. Et en fait, en réalité, ça retrouve plusieurs en même temps, mais un ribosome se forme autour du ARNM. Et ça, le processus qui commence là, ça s'appelle la traduction. Et ce qui se passe, c'est que le ribosome, dans un sens, lie 3 bases azotées, représentées ici par des anneaux jaunes, violets et gris. La seule différence entre ADN, ou une différence entre ADN et ARNM, c'est que le T est remplacé par un U dans l'ARN. Donc, cette longue chaîne bleue ici, c'est vraiment une série de bases azotées, soit A, U, C ou G. Et lorsque le ribosome lit ces 3 lettres à la fois, chaque codon correspond à un acide aminé représenté par les boules oranges ici. Et ces choses ici, ça s'appelle les molécules de ARNT, viennent s'attacher à les codons, les séries de 3 bases azotées sur l'ARNM, et ils transportent, comme celui-ci fait, un acide aminé. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque codon, disons que les lettres ici sont C, C, C. Il y aura des lettres complémentaires ici sur le ARNT. Donc, si ça c'est C, 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 il y aura G, G, G ici. Ça s'appelle le anticodon. Donc, le anticodon sur le ARNT vient, s'attache, et ça s'attache au codon ici, ça dépose son acide aminé et puis ça s'en va. Et puis le ribosome avance le long de la chaîne de RNM, ça lit le prochain codon, un autre RNT vient, dépose un autre acide aminé et puis ça s'en va. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on a une chaîne d'acides aminés ici et cette polypeptide, c'est ceci qui va devenir la protéine. Donc, ce n'est pas montré ici, mais une fois que cette protéine est fabriquée au ribosome, des fois, c'est déjà dans le réticulum endoplasmique, mais sinon, c'est souvent apporté au réticulum endoplasmique pour être modifié, transformé et plié et perfectionné dans un sens. Après le RE, c'est apporté à l'appareil de Golgi, et là, c'est trié et organisé avec d'autres protéines, placé dans une vésicule et finalement envoyé dans la vésicule quelque part, d'habitude à l'extérieur de la cellule, pour effectuer son travail. Les protéines font des milliers et des milliers de différentes choses dans le corps, dépendant de la protéine. La protéine est envoyée quelque part là où on l'a besoin dans l'organisme, ou dans la cellule des fois aussi. Donc, et encore, si ça c'était pas clair, je t'encourage de regarder soit cette vidéo, la synthèse protéique, c'est sur le site web, et il y a une couple d'autres aussi sur le site web. OK, en prochain, la deuxième section, si tu veux, de cette leçon, c'est sur la mitose. Donc, si vous vous rappelez, la mitose, c'est la partie du cycle cellulaire où une cellule divise en deux, donc pour créer une nouvelle cellule. Dans la vie d'une cellule normale, on l'appelle le cycle cellulaire. Il consiste de 2 grands segments. L'interphase, où la cellule juste fait son travail normal, ça produit des protéines, ça fonctionne normalement dans un sens. Et puis, la deuxième portion de le cycle cellulaire, si tu veux, c'est la mitose, là où ça se divise en deux. Et la mitose, ça consiste de 4 étapes.
prophase, métaphase, anaphase et télophase. PMAT. Et l'acronyme en anglais qu'on a vu pour se rappeler de cela, c'est Pass Me a Taco. Les voilà, PMAT. Donc voici une vidéo qui montre les étapes. Je vais juste passer à jouer la vidéo, puis je vais expliquer ce qui se passe lorsque ça joue. Donc, ça commence avec la prophase. Et pendant la prophase, il y a plusieurs choses qui arrivent. Premièrement, le noyau ici, la membrane nucléaire autour du noyau, ça va désintégrer, ça va disparaître. Le nucléole aussi va se disparaître au commencement de la mitose. Ces choses jaunes ici à la droite, ça s'appelle les centrioles. Ce sont des structures qui vont s'attacher à chaque chromosome à travers ce qui s'appelle les fibres fusoriales. Donc, je vais jouer la vidéo. Et puis, vous allez voir que ces longues cordes jaunes, ça c'est les fibres fusoriales, vont s'attacher au chromosome. Donc, la chromatine, l'ADN en forme de chromatine, ça c'est condensé en forme de chromosome et on voit les X. J'aurais dû mentionner que juste avant la mitose, avant la prophase, pendant interphase, une copie est créée de l'ADN. Donc, ça c'est la réplication. Donc, une copie de toute l'ADN est créée et chaque chromosome, à ce moment, lorsque la mitose commence, contient une copie identique de toute son information génétique. Donc, si on regarde juste ce chromosome ici, il y a 4 bras. Chaque 2 bras sur chaque côté de ce X, si tu veux, sont des copies identiques. Donc, ce bras-là est identique à celui-là. Celui-là est identique à celui-là. Et tous les 4 bras sont retenus ensemble par une structure au centre qui s'appelle la centromère. La centromère, ça c'est où les fibres fusoriales s'attachent au chromosome. Ils sont attachés ici au centromère et puis à l'autre bout au centriole. Et les centrioles vont dans un sens tirer et séparer les chromosomes en deux, éventuellement. Mais on continue avec la prophase. Et voilà, on commence à entrer dans la métaphase. Ça, c'est où les chromosomes vont s'aligner au centre et seraient prêts à être divisés en deux. Et lorsqu'ils sont divisés en deux, lorsque les chromatides sœurs sont séparées, donc là, les 2 copies identiques sont séparées. Une copie va dans cette direction, l'autre dans l'autre direction. Cette étape-là, cette séparation, ça marque le commencement de l'anaphase, où les 2 chromatides sœurs sont séparés. Lorsqu'ils sont séparés, ils vont se promener vers chaque côté de la cellule, et là, ils sont chacun considérés un chromosome distinct officiellement, une fois qu'ils se séparent. Donc ça, c'est l'anaphase. Ensuite, la télophase va commencer. La cellule n'est pas encore séparée, mais c'est une cellule, mais avec 2 noyaux. Les membranes nucléaires commencent à se reformer autour de chaque ensemble de chromosomes. Les nucléoles commencent à se reformer. Les fibres fusoriales commencent à se désintégrer lorsqu'ils ont effectué leur travail. Et juste après la télophase, il y a une dernière étape qui s'appelle la cytokinèse, où les 2 cellules se pincent et se séparent complètement. Et donc, on a commencé avec une cellule, on a créé et on a fini avec 2 cellules identiques à l'original. Donc, une cellule mère, ça c'est le terme qu'on utilise, une cellule mère est devenue 2 cellules filles identiques. Et voici une animation d'une vraie cellule. C'est une vidéo accélérée parce que ce processus prend quelques heures dans un corps humain. Donc, le rouge, ça c'est le noyau. Donc, prophase, les chromosomes condensent en chromatine. Ils s'alignent au centre, ça c'est la métaphase. Puis ils se séparent, ça c'est l'anaphase. Les noyaux se reforment autour des ensembles de chromosomes, ça c'est le télophase. Et finalement, les 2 sections vont se séparer, se pincer pour former de nouvelles cellules. Donc, voici, on va commencer la discussion de la méiose, donc le 3e segment de cette leçon, si tu veux. Donc, la méiose, si vous vous rappelez, ça commence avec une cellule diploïde. Donc, une cellule diploïde, ça contient, chez un humain, 46 chromosomes total, 23 paires. Et le processus de mitose va produire 4 cellules haploïdes. Donc, haploïde, ça veut dire que ça contient la moitié de chromosomes qu'une cellule diploïde, avec seulement une copie de chaque gène, de chaque chromosome.
Donc, on commence avec une cellule diploïde. Ça fait une copie lors de l'interface, comme ça fait juste avant mitose. Donc, on commence la méiose avec chaque chromosome qui a une copie identique attachée en forme de chromatide sœur. Et méiose est divisé en deux segments, si tu veux. Méiose 1 et méiose 2. Et chacun de méiose 1 et méiose 2 possède 4 étapes elles-mêmes aussi. Donc, méiose 1, ça va prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. Et là, il y a plusieurs événements spéciaux qui sont assez différents au mitose. Et ces étapes sont vraiment, vraiment importantes pour produire ce qui s'appelle la diversité génétique. La méiose 2, c'est très, très similaire à la mitose, en fait. C'est effectivement, le processus est presque la même que mitose, sauf avec la moitié de chromosomes. Donc, voici une vidéo. Je vais juste diminuer le volume pour que je puisse parler pendant que ça joue. Cette même vidéo en anglais, c'est sur le site web si vous voulez le regarder en anglais, mais je vais juste faire la narration moi-même pendant que ça joue. J'aurais dû mentionner avant que la méiose commence, comme avant mitose, l'ADN est répliqué. Donc, tout l'ADN est copié pour que chaque gène, chaque chromosome ait une copie identique de lui-même. Ensuite, prophase 1 commence. Donc, on commence avec méiose 1. Et la première de 4 étapes de méiose 1, c'est prophase 1. Donc, ce qui se passe, c'est que les chromosomes se condensent. La membrane nucléaire va disparaître. Et ça, c'est la partie qui est vraiment importante et unique à méiose. Chaque chromosome va trouver son partenaire, si tu veux. Donc, dans les cellules humaines, il y a, comme j'ai dit, une cellule diploïde qui contient 46 chromosomes total. Chacun de ces 46 a un partenaire. Donc, il y a 23 paires de chromosomes. On les appelle les chromosomes homologues. Donc, ce que ça veut dire, c'est que chacun de tes parents t'ont transmis 23 chromosomes. Donc, dans une cellule normale, diploïde, tu as 23 chromosomes de chaque parent. Numéro 7, disons, qui est venu de ton père, et numéro 7 qui est venu de ta mère, au hasard par exemple, ils sont les mêmes, c'est-à-dire qu'ils contiennent les mêmes gènes. Souvent les versions différentes de ces gènes, mais ça contient les mêmes gènes. Donc, vous avez par exemple 2 gènes différents pour la couleur de tes yeux. C'est un peu plus compliqué que cela en réalité, mais disons qu'on parle du gène pour la couleur des yeux. Vous avez un gène de ton père, un gène de ta mère. Il se trouve sur chacun de ces gènes se trouve sur les chromosomes complémentaires, ce qu'on appelle les chromosomes homologues. Donc, pendant prophase 1, chacun de ces chromosomes homologues vont se retrouver et ils vont, dans un sens, s'embrasser. Et lorsqu'ils s'embrassent, des segments d'ADN, vous voyez que la membrane nucléaire disparaît, les segments d'ADN vont être échangés. Donc, ça va être représenté ici par des changements de couleur. Et ce processus d'échangement d'ADN, ça s'appelle l'enjambement. Donc, ça crée des nouvelles combinaisons d'ADN qui contribuent à la diversité génétique. L'enjambement, c'est une des grandes choses qui contribuent à la diversité génétique. Donc, les paires de chromosomes restent ensemble. Éventuellement, ils vont s'aligner au centre ici pendant métaphase 1, la deuxième étape de méiose 1. Et là, ils vont séparer. Et ceci marque le commencement de anaphase 1, la troisième étape. Et ce qui se passe ici, c'est un deuxième grand événement qui contribue à la diversité génétique. Donc, l'enjambement, c'était le premier. Cette séparation ici, ça s'appelle l'assortiment indépendant, et c'est où les 2 chromosomes homologues sont séparés. Donc, comme j'ai dit, les chromosomes homologues, c'est 2 versions des ensembles des mêmes gènes. Donc, lorsque une cellule va se diviser en 2, la cellule à la droite, par exemple, va recevoir une version de ces gènes. L'autre cellule à la gauche va recevoir l'autre version. Donc, disons que ces 2 paires de chromosomes ici, on va utiliser au hasard chromosome numéro 7. Celui-là est venu de ton père, celui-là est venu de ta mère. Donc, lorsqu'ils se sont venus ensemble pour l'enjambement, ils ont échangé quelques segments d'ADN. Mais pendant l'assortiment indépendant, ils vont se séparer. Et donc, c'est au hasard, complètement au hasard,
que celui de ton père va dans cette direction et celui de ta mère va dans cette direction. Ils auraient pu aller dans l'autre sens. Celui-là aurait pu aller par là, celui-là aurait pu aller à la gauche. Ça, c'est au hasard. Ça contribue donc à la diversité génétique. Parce que ces deux nouvelles cellules vont recevoir une version de chaque gène au hasard. Et ça se passe avec chacun des paires de chromosomes. Seulement 3 paires de chromosomes sont montrées ici, mais comme j'ai dit, dans les cellules humaines, il y a 23 paires qui sont séparées de ce sens. Donc, ils se séparent, les membranes nucléaires se reforment et on a 2 cellules haploïdes, 2 cellules avec la moitié d'ADN que la cellule mère, la cellule au commencement. Mais chaque chromosome a toujours une copie attachée. Donc, les 2 copies vont être séparées pendant méiose 2, qui commence avec prophase 2, métaphase 2, puis anaphase 2 et finalement télophase 2. Donc, ce processus, méiose 2, c'est les mêmes étapes de mitose, effectivement, sauf avec la moitié de chromosomes. Donc, les fibres fusoriales se forment, les chromosomes vont s'aligner au centre, les 2 chromatides sœurs vont être séparées. Donc, rappelez-vous, en méiose 1, c'est les chromosomes homologues qui se sont séparés. Pendant méiose 2, c'est les chromatides sœurs qui se séparent. Et voilà, anaphase 2. Et finalement, les membranes nucléaires vont se reformer pendant télophase 2. On va finir avec 4 cellules haploïdes. On a commencé avec une cellule haploïde, donc disons avec 46 chromosomes. On va finir avec 4 cellules haploïdes. Donc chez un humain, chaque cellule aurait 23 chromosomes. Et ces cellules, lorsqu'ils finissent la méiose, vont d'habitude chez les humains au moins devenir des cellules sexuelles, autrement appelées les gamètes. Donc chez les hommes, ces cellules haploïdes seraient des spermatozoïdes. Chez les femmes, ce seraient des ovules. Et comme j'ai dit, chaque gamète, chaque cellule haploïde contient la moitié de l'ADN que la cellule originale. Donc, si vous réfléchissez un peu, pourquoi ça c'est important que chaque gamète, chaque cellule sexuelle ait la moitié de l'ADN qu'une cellule normale? Aussi, vous pouvez peut-être deviner que lorsque un nouvel organisme est créé, lors de la fécondation, lorsqu'un spermatozoïde entre dans un ovule, les 2 demi viennent ensemble pour créer un ensemble complet de chromosomes. Donc, chez les humains, 23 chromosomes viennent d'un spermatozoïde, un autre 23 se retrouve dans l'ovule. Lorsque le spermatozoïde pénètre dans l'ovule, ça crée un ensemble total de 46, le bon nombre de chromosomes pour un humain. Et je voulais juste vous montrer un petit schéma de ce qui se passe lorsque les gènes sont transmis d'une génération à une autre. Donc, on va suivre, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Mais je vais l'expliquer une étape à la fois. Donc, on a le spermatozoïde et l'ovule de 2 paires de grands-parents ici en haut. On va suivre le processus jusqu'à ce qu'on arrive à ce qui s'appelle la progéniture, donc leur petit enfant, si tu veux, juste pour voir comment les gènes peuvent être transmis. Donc, juste pour expliquer ici, ça c'est un copie d'un chromosome. Voilà un chromosome qui s'est fait répliquer. Voici l'autre version de ce chromosome. Donc, le bleu et le bleu pâle et le rose ici, ça c'est 2 chromosomes homologues. Ils contiennent les mêmes gènes, mais les versions différentes. Donc, ça, on imagine un organisme qui a seulement 2 paires de chromosomes. Les humains ont 23 paires. Cet organisme qu'on montre ici, juste pour le simplifier, ça contient chacun, une cellule diploïde contient 2 paires de chromosomes, 4 total. Donc, lorsque les spermatozoïdes et l'ovule des grands-parents viennent ensemble, ça forme un complet pour le père et la mère. Ensuite, lorsque le père et la mère se rencontrent, se marient, etc., leur corps vont produire les gamètes. La mère, la femelle, va produire des ovules et le père va produire des spermatozoïdes. Donc, remarquez bien, c'est au hasard quelle version du gène est reçue par ces gamètes. La mère, par chance, a reçu une version du gène qui était bleu pâle, une autre version qui était bleu foncé. Le père a reçu 2 versions du gène
bleu foncé. Et ces versions de gènes ont un nom, ça s'appelle les allèles. On va discuter ça dans la prochaine section. Mais lorsque le spermatozoïde et l'ovule viennent ensemble pour créer la progéniture, leur enfant, cet ensemble de gènes est combiné pour créer la première cellule de cette génération. Donc, vous pouvez voir comment c'est au hasard quelle version d'un gène est reçue par l'enfant ici. Il a reçu 2 versions bleues de son père, mais seulement 1 version bleu pâle de sa mère. Et ça, c'est uniquement à cause de la méiose. Le fait que certains ovules de la mère ont reçu ces 2 versions, autres ovules ont reçu une autre version, un autre ensemble de gènes. Même chose avec le père. Certains de ces spermatozoïdes ont reçu cette combinaison de gènes. D'autres spermatozoïdes ont reçu peut-être 2 gènes bleu pâle ou une version de bleu pâle et une version bleu foncé. Donc, c'est au hasard quelles versions sont données aux gamètes et à cause de cela, c'est au hasard quelle version est mise dans la progéniture lors de la reproduction sexuée. Et finalement, je pourrais récapituler les concepts qu'on a vus. Donc, on a parlé de l'ADN, la structure, les composants. On a parlé de comment les protéines sont fabriquées. On a parlé de comment la mitose fonctionne. On commence avec une cellule diploïde et on finit avec 2 cellules diploïdes. Et puis on a parlé de la méiose où on commence avec une cellule diploïde qui crée 4 cellules haploïdes, les gamètes, soit les ovules chez les femmes ou les spermatozoïdes chez les hommes. Donc, il y a des exercices pratiques, Génétique 1 sur le site web. Vous devrez être capable de compléter ces exercices. Merci.